Les gens ont toujours beaucoup d'appréhension à poser leurs questions, alors que la plupart du temps, en fait, on se pose tous et toutes les mêmes questions. Vraiment, il faut oser, parce qu'il y a forcément une réponse, un éclaircissement, quelque chose qui va venir rassurer. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, mais aussi pour votre sexualité. Bonjour, bienvenue. Très content de vous retrouver pour passer cette heure en votre compagnie et en compagnie de mon invité. Je reçois aujourd'hui Edwige Fleury. Bonjour Philippe. Je m'excuse devant vous, enfin devant les auditeurs, parce que la semaine dernière, je lui ai donné rendez-vous. Alors j'avais complètement zappé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai croisé les. Ça arrive. Voilà, ça se fait pas. Au moins, j'étais sûre de l'endroit où était l'émission aujourd'hui. Au moins, c'est vrai. Mais je vous avais donné rendez-vous avec une semaine d'avance. C'est vrai. Voilà. Bon, enfin, vous êtes allé chez Action. Exactement. Donc tout allait bien. J'ai rentabilisé mon déplacement, donc tout va bien. Alors, je sais pas, chez Action, on ne dépense pas beaucoup d'argent. Bah non, c'est le principe. En général, on dépense pas beaucoup d'argent si on n'achète que ce dont on a besoin. Oui, non, ça c'est pas le principe. Le principe, c'est justement que vous achetiez plus que vous n'avez besoin. J'ai été raisonnable. C'est vrai. Ouais. Vous êtes infirmière spécialisée en psychiatrie et sexothérapeute. On verra quel est le lien. Vous pratiquez la pédagogie sexuelle sur les réseaux sociaux, sur votre compte Instagram qui s'appelle WeQ. Exactement. Vous pratiquez l'éducation à la sexualité pour tous les âges, jusqu'à même 75 ans. Oh, 99 hein. 99, bon, tout augmente. Alors à l'origine, votre compte s'appelait Wikipédia. C'est le nom originel de ce compte, que vous avez créé suite à un pari perdu. Exactement. Avec mon meilleur ami. Ouais, c'était quoi le pari ? Mon meilleur ami était mon binôme à l'hôpital et me répétait souvent que si ce que je leur partageais autour d'un café au boulot était su par tout le monde, les gens seraient peut-être plus épanouis et plus heureux. Donc il insistait pour que je crée quelque chose de public. Et donc ce soir-là, il m'a dit écoute, si tu perds, c'était un petit jeu. Voilà, mais c'était quoi le pari ? Moi, c'était pas si tu perds, alors lui, il voulait que je fasse de la radio libre. Il faut savoir. Son truc, c'était il faut que tu fasses de la radio libre. Et moi, je lui ai dit, mais comment tu veux que je fasse de la radio libre ? Je vais pas arriver et dire bonjour, je m'appelle Edwige, mon meilleur ami m'a dit que. Donc j'ai dit, peut-être la façon la plus simple, ce serait de créer un petit compte sur les réseaux sociaux. Donc on s'est dit, voilà, si je perds le pari, on crée ce soir, d'ailleurs on l'a créé le soir même, un petit compte sur Instagram. Et j'ai perdu le pari. On a cherché le nom ensemble pendant 2-3 heures. Je crois que ça a pris vraiment du temps avant qu'on trouve le bon nom. Et puis l'aventure a commencé. Voilà, donc c'était donc Wikipédia. Exactement. Et puis, ça n'a pas vraiment plu à Wikipédia. Ouais, donc ça vous avez dû. Fait rire. C'est vrai. Comment ils vous ont contacté ? En fait, j'avais déposé la marque à l'INPI. Donc la marque Wikipédia, et donc ils font de la veille, ils ont repéré évidemment la marque comme une marque concurrente. Le Wikipédia du cul. Exactement. Moi, je trouvais que comme ça, on comprenait tout de suite. Ça, c'est sûr. La thématique du compte, on n'avait pas à chercher. Ça, c'est sûr. Et voilà, ils m'ont mise en demeure. J'ai reçu une lettre du cabinet de la société WeMedia qui me mettait en demeure de changer rapidement une mise en demeure, c'est pas très grave. Oui, mais voilà, déjà, je ne connais pas forcément le droit. Et puis, c'est quand même une société. Tant que c'est la mise en demeure, c'est pas grave. On a trouvé un accord avec nos avocats très facilement. Ils ont quand même reconnu qu'ils trouvaient le jeu de mots drôle, mais ils ne voulaient pas être associés à quelque chose de sexuel. Voilà. D'accord. Ah ouais. Alors qu'il y a quand même des petites coquineries sur Wikipédia si on va chercher. Mais bon, voilà. En tout cas, on a fait la paix, j'ai retiré le pédia et puis j'ai gardé le Wiku qui, du coup, ne leur appartenait pas. Enfin, le mot wiki ne leur appartient pas. Donc là, je pouvais en faire ce que je voulais. D'accord. Bon, en tout cas, de toute façon, ça n'a pas nuit à votre succès. Non, pas du tout. C'est vrai que les gens d'eux-mêmes raccourcissaient le nom en m'écrivant, on m'appelait souvent Wiku, donc au final, je n'ai pas perdu le référencement, les choses étaient déjà lancées, donc non. Mais j'avoue que ça m'a fait de la peine le jour où j'ai dû changer le nom parce qu'il avait cette histoire derrière et que j'y étais attachée, mais bon, je peux raconter l'histoire encore aujourd'hui, donc tout va bien. Vous publiez Cultivez-vous, l'encyclopédie de l'intime chez Albin Michel, une encyclopédie pour répondre à toutes les questions que l'on n'ose pas poser. Et là, encore, il y a une histoire. Tout commence dans un service de soins intensifs pour ados, parce que vous êtes infirmière psychiatrique. Exactement. Et de quoi vous rendez-vous compte ?
J'ai commencé ma carrière à la Pitié-Salpêtrière en service de pédopsie. Donc, soins intensifs, c'est quand aussi, l'esprit va aussi très mal, hein, comme le corps. On est en soins intensifs quand ça va pas. Je ne sais pas si on a le temps de penser à autre chose. En général, c'est que on est dans une période aiguë de la maladie. Et donc, adolescent plus pathologie psy. Et en fait, beaucoup de questions autour de la sexualité sont régulièrement posées par les ados. Et je me rends compte que on se refile la patate chaude, que personne n'a forcément, on est très à l'aise à répondre aux questions des patients, ce qui m'interroge parce que déjà de la santé sexuelle, ça fait partie de la santé et puis c'est un droit. C'est un droit fondamental. Et puis en plus, je trouve qu'en psychiatrie, on a quand même accès à des choses très intimes parce qu'on a besoin de décortiquer la famille, l'histoire, etc. Parfois, on a accès à des drames, des choses comme ça. Et je comprenais pas, alors qu'on avait accès à une telle intimité de la famille, de l'esprit du patient, pourquoi la sexualité était si tabou. Donc je me suis dit, personne ne veut s'y coller, je vais le faire. Mais c'était tabou chez vos collègues, vous voulez dire? C'était tabou chez mes collègues, chez tout le monde. Il y avait pas de le psychiatre, le psychologue, l'assistante sociale, c'était un sujet qu'on voulait pas vraiment aborder. C'est toujours pareil avec les patients psy, c'est comme les personnes âgées, les personnes handicapées, on n'a pas envie de projeter une sexualité les concernant parce qu'on s'imagine peut-être qu'elle est complètement marginale à côté de la nôtre et donc du coup on fait comme si elle n'existait pas et on laisse les ados qui en plus en pleine période de puberté avec leurs questions et moi je trouvais ça problématique. Donc je me suis un peu mise à essayer de trouver comment être référente dans ce domaine-là, malgré moi, parce que c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé un jour, mais je me suis dit, allez hop, je m'y mets. D'accord. C'est-à-dire que même les professionnels de santé ont quand même des sérieux problèmes à aborder les questions de sexualité. C'est un tabou énorme. Même les médecins généralistes, par exemple, qui prescrivent des médicaments antihypertenseurs, des médicaments pour le diabète, des antidépresseurs, toutes ces choses-là qui peuvent avoir un impact sur la vie sexuelle, n'abordent jamais, quand ils abordent les effets secondaires sur la vie sexuelle des patients. Il y a vraiment, c'est vraiment une catégorie de la santé qui est très tabou et qui a des conséquences forcément sur les patients. Quelle est la première question à laquelle vous ayez eu à répondre ? En service ou sur les réseaux sociaux ? Non, en service, la première question, puisque vous dites que finalement, personne ne voulait s'y coller. Donc c'est vous qui avez dû répondre. Mais vous avez dû répondre à quoi ? On avait une patiente qui avait une hypersexualité. Qui était plutôt jeune, qui avait une hypersexualité associée à un retard mental. Alors ça, c'est un mot qu'on retrouve dans l'encyclopédie. Alors c'est quoi une hypersexualité ? On va dire que c'est une sexualité intense. Il n'y a pas vraiment de normes en matière de sexualité, mais c'est une ado qui avait des rapports sexuels extrêmement fréquents avec de multiples partenaires, donc ce qui impliquait beaucoup de prévention. La question de la contraception forcément, et puis aussi de répondre à certaines de ces questions pour comprendre ce qui l'amenait à avoir cette hypersexualité précoce. Et donc les premières questions, c'est vrai que c'était une gamine qui n'avait pas de filtre, donc il fallait y aller quoi. Et du coup les premières questions c'était je me rappelle, elle m'avait dit est-ce que c'est normal que ça m'excite à chaque fois que je vois un homme? Alors, du coup... elle n'était pas très méchante, sa question. Elle n'était pas très méchante, mais c'est vrai que c'est comme on parle jamais de sexualité et que du coup, moi, je lui dis, allez, vas-y, pose-moi toutes ces questions. Et donc là, elle m'explique que elle a des conduites masturbatoires à chaque fois qu'elle croise des collègues, etc. Enfin bon, alors, et donc je me suis dit, ok, on va prendre les questions une par une, on va y répondre et puis surtout on va aller ensemble consulter un gynécologue parce que la chance que j'avais à la Pitié-Salpêtrière, c'est qu'on avait un planning familial dans la Pitié-Salpêtrière. Ça aide. Ce qui est un luxe quand même parce que c'est des patients très malades qu'il est difficile de déplacer dans les moments comme ça très aigus de la pathologie. Donc idéal. Et donc on est allé, on a posé toutes ces questions. J'ai répondu comme j'ai pu avec les connaissances que j'avais à ce moment-là aussi. Et puis on a pris rendez-vous chez ce gynécologue pour déjà pouvoir avoir un premier examen gynécologique parce que quand on a commencé sa vie sexuelle c'est important. Et donc accompagner parce que cette patiente avait de l'appréhension et puis le gynécologue aussi, c'est-à-dire que quand on n'a pas l'habitude de patients psy très malades, très délirants, etc. Pour le coup, cette patiente était violente, donc il y a plein de choses qui faisaient qu'il fallait un accompagnement. Ça s'est bien passé pour tout le monde parce que moi j'étais la tierce personne.
et que je pouvais y aller, quoi. Je pouvais dire, voilà ce que cette patiente m'a dit, voilà ce qu'elle aimerait, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu confirmes, etc. Et on a commencé comme ça à chercher un petit peu ce qui se passait. Et je vous cache pas que c'était finalement assez sordide, parce que assez vite, on a compris qu'il y avait une histoire d'inceste à la maison. Oui, bien sûr. Comme malheureusement beaucoup d'enfants en psychiatrie. Mais ça a permis, en allant chercher un petit peu pourquoi il y avait cette sexualité précoce, de comprendre, de mettre des mots sur une enfant qui avait un retard mental aussi. Les mots, ça met parfois du temps à arriver. Donc voilà, c'était ma première patiente, pour le coup. Ça suscitait beaucoup de questions, de gêne dans le service. Et je me suis dit, allez, j'y vais, je vais m'en occuper. Voilà. Et ensuite, vous décidez donc de vous former. Oui, c'est vrai que toute la période où j'étais à la Pitié-Salpêtrière, donc avec les ados, j'ai bidouillé, on va dire. C'est-à-dire j'ai acheté des bouquins, j'ai regardé ce que je pouvais sur Internet, je suis allée au planning familial il y a des petites plaquettes, plein de petits documents intéressants, mais il faut les adapter à mes patients. C'est-à-dire que mes patients, c'est pas l'ado tout venant, il faut adapter au retard mental, à plein de choses. Tous les patients n'avaient pas de retard mentaux, évidemment, mais il fallait adapter aux difficultés du patient. Donc moi, je bidouillais, quoi. Et puis, arrivé chez les adultes, on n'a pas voulu me donner de me former, en fait, dans le service. Néanmoins, j'avais quand même la place officielle de référente. De référente dans le domaine. De référente en quoi ? En santé sexuelle. En santé sexuelle, d'accord. Voilà. Parce que dans le domaine, c'est pas très précis. Non, c'est vrai, exactement. Vous voyez, donc, quand on dit dans le domaine, c'est qu'on veut pas nommer les choses. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Donc, je suis référente en santé sexuelle. Et donc, arrivée en psychiatrie adulte, je pensais naïvement que ça allait être plus détendu sur la question de la sexualité. Et rebelote, pas du tout. Encore une fois, je vois que c'est très tabou. Je bossais en plus dans le centre médico-psychologique où je bossais, j'avais des freudiens, des lacaniens, la question de la sexualité, de la libido, enfin tout était complexe, le rapport incestuel aussi, enfin on n'était pas d'accord, c'était un peu la bagarre. Et du coup, je me suis proposée à nouveau de faire office de référente en santé sexuelle pour les patients. Et ça a été bizarrement accueilli, c'est-à-dire qu'en pédopsie, on s'est dit super, c'est Edwige qui s'y colle, on lui refile le bébé. La patate chaude, comme ça on est bien tranquille. Et là, on me connaissait pas peut-être encore assez, donc on me regardait quand même avec je sentais le jugement. Pourquoi alors moi, j'étais là, il disait toujours la gamine parce que j'étais la plus jeune du centre médico-psychologique. Et cette gamine, pourquoi en fait elle veut parler de cul avec les patients ? C'était un peu ça. Il y avait quand même des choses un peu. Je sentais que on me regardait bizarrement. Et puis moi, je me suis pas démontée. Je me suis dit, je vais voir ce que je peux faire. Donc, j'ai au début commencé à juste, pareil, répondre juste aux questions des patients. Et puis, par contre, là, on a accepté de me former. Parce qu'on s'est rendu compte assez vite que dans la clinique des patients, donc dans leurs symptômes, etc., des patients chroniques, parce que souvent en CMP, c'est des patients qu'on suit au long cours, pouvaient s'apaiser sur certains symptômes, notamment d'angoisse, d'agitation, etc., parce que les pauvres avaient, pour une partie, pas eu un parcours scolaire classique, même si on sait que l'éducation nationale ne fait pas forcément le job en matière de santé sexuelle, mais en tout cas pas pu poser vraiment leurs questions à des adultes, un entourage familial parfois peu présent, et puis un rapport au monde complètement différent d'une autre. Donc eux, du coup, ils se rendaient compte qu'ils pouvaient poser toutes ces questions qu'ils avaient à l'intérieur d'eux depuis toujours, et ça a provoqué un soulagement, et on pouvait constater un apaisement clinique de certains patients malades depuis... évidemment, je ne vais pas vous dire que ça résout des pathologies, mais en tout cas, ça les a apaisés. Et donc là, on a accepté de me former enfin. D'accord. Ça vous a aidé, la formation ? Oui. Dans votre approche et dans les réponses apportées, ou finalement, le fait d'être une autodidacte, c'est bien aussi. Alors, il y a beaucoup de bon sens, en fait, dans la sexothérapie. Et puis, moi, ma spécialité, c'est la psychiatrie / psychologie. Donc, pour l'approche, psy, j'étais formée. Par contre, ce qui a été très intéressant dans ma formation, c'est les clés. On m'a donné parfois des outils thérapeutiques que je méconnaissais parce que j'avais pas forcément accès à des ouvrages médicaux, etc. Et donc
pour évidemment la base, je l'avais, à force du temps, j'avais appris plein de choses, etc. Mais pour les outils cliniques, outils thérapeutiques, j'ai trouvé que j'avais appris des choses quand même. Donc j'étais très contente de cette formation. C'est l'addition des deux qui a fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui, avec la pédagogie que vous abordez aujourd'hui. Exactement. Et d'ailleurs, une grande partie de vos connaissances, pas toutes parce qu'il fallait à un moment donné s'arrêter, on les retrouve dans l'encyclopédie que vous publiez, Cultivez-vous, l'encyclopédie de l'intime. On cite l'illustrateur quand même ? Ah bah bien sûr, petite parce que ça fait partie du concept du livre. Exactement, j'ai énormément de chance que Simon ait accepté de travailler avec moi. J'en rêvais, je vous le cache pas. C'était vraiment l'illustrateur depuis le début que j'avais envie, avec qui j'avais envie de partager l'aventure. Il a accepté tout de suite de travailler avec moi et il a fait un boulot exceptionnel. Et je reçois aujourd'hui Edwige Fleury. Alors Edwige, vous êtes infirmière spécialisée en psychiatrie et vous êtes sexothérapeute et vous publiez Cultivez-vous, l'encyclopédie de l'intime chez Albin Michel. Et en termes de sexualité, il n'y a pas de questions bêtes. Absolument. Vraiment, je crois que les gens ont toujours beaucoup d'appréhension à poser leurs questions, s'imaginant sûrement que je les ai jamais entendues. Alors que la plupart du temps, en fait, on se pose tous toutes les mêmes questions. Vraiment, il faut oser parce qu'il y a forcément une réponse, un éclaircissement, quelque chose qui va venir, parfois, le plus souvent d'ailleurs, rassurer. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, on ne dit pas éducation à la sexualité, maintenant on dit éducation à la vie sexuelle et affective. Exactement. C'est le terme officiel. C'est le terme officiel, c'est le terme d'ailleurs qu'il y a pour le programme de l'éducation nationale qui fait tant débat. Et c'est important parce que en général, quand on parle de sexualité, on parle aussi évidemment de dynamique relationnelle. Donc comme ça, on parle dans la globalité de la vie intime et donc ça implique évidemment les rapports interpersonnels, quoi. Donc que sont le couple ou les rencontres au gré de la vie, quoi. Alors vous parlez un peu de vous dans votre livre, vous dites que vous découvrez le plaisir à 32 ans. Exactement. C'est pas jeune, hein. C'est pas jeune. Pourquoi si tard ? C'est pas un jugement, hein. Malgré moi, je ne vous cache pas que... Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant qu'on ne vous avait dit ? Tellement de choses. Moi, j'avais pas eu d'éducation sexuelle à la maison, pas eu d'éducation sexuelle à l'école. Mais est-ce que c'est à la maison qu'il faut avoir une éducation sexuelle ? Ça dépend des parents. Ça dépend des parents et des enfants. Est-ce que c'est le rôle des parents ? Moi, je trouve que c'est le rôle de l'éducation nationale. Pourquoi ? Je vais vous donner un chiffre terrible, mais un enfant sur 10 est victime d'inceste. Par conséquent, on sait que... les prédateurs pédocriminels sont souvent à la maison. Donc du coup, moi je trouve que c'est important que l'éducation nationale apprenne aux enfants dès tout petits l'intégrité de leur corps, le respect du consentement, que leur corps leur appartient, ce qu'on a le droit de leur faire, ce qu'on n'a pas le droit de leur faire. C'est ça qui est appris aux enfants au tout petit. On imagine que forcément, parce qu'il y a plein de fake news sur le sujet, qu'on va apprendre des pratiques sexuelles aux enfants en maternelle et en primaire. Pas du tout. On leur apprend à se protéger du danger. On leur apprend aussi les différentes parties du corps. On ose nommer le pénis et la vulve parce que ce sont des parties du corps comme les autres. Et puis, on leur apprend aussi les différences de genre, la tolérance, l'égalité, des choses qui font des humains plutôt sympas, finalement. C'est là où les parents tiquent un peu parfois. Oui, les parents... C'est-à-dire, on incite nos enfants, Et parce qu'il y a une à avoir des genres différents. Exactement, la vraie vie, finalement. Mais ça fait peur. En fait, tout ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne maîtrise pas fait peur. Si les parents allaient sur le site de l'éducation nationale, ne serait-ce que lire le programme qui fait tant de débat, je pense qu'ils seraient rassurés parce qu'ils vont y lire. Mais on préfère se nourrir de vidéos qui vont dans notre sens sur les réseaux sociaux, les republier sans chercher la source et puis on se convainc que c'est forcément, on diabolise ce qui va être appris à nos enfants, alors qu'en fait c'est des choses tout à fait normales pour lesquelles beaucoup de parents sont pas à l'aise, donc on fait le job à leur place. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est aux parents finalement? En fait, ça dépend des parents et des enfants, parce que les enfants ont le droit de pas avoir envie d'aborder le sujet de la sexualité avec leurs parents. C'est un droit, évidemment. Et de l'autre côté, on a aussi
aussi des parents qui sont pas forcément à l'aise, mais pas forcément sachants sur le sujet. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas quand on n'a pas le mis dans un bouquin, quand on n'est pas allé dans un centre de santé sexuelle, etc. Donc, on peut pas tout savoir. C'est aussi pour ça que l'éducation nationale existe. Donc voilà, moi je trouve que ça peut être un job partagé. Les parents, si l'enfant est d'accord et eux sont à l'aise, évidemment, qui peuvent donner des infos sur le sujet. Mais en tout cas, normalement, l'éducation nationale, quand les chefs d'établissement sont d'accord et mettent en place la loi, finalement, voilà, doit apporter aux enfants, aux ados, des réponses à leurs questions. C'est votre combat, ça, vous, l'éducation à la sexualité et à la vie affective. Après des années en pédopsie, je vous cache pas que l'inceste, c'est un vrai sujet qui me terrifie et qui me glace. Il y a quand même énormément de Françaises concernés et pour essayer à notre niveau de lutter contre ce fléau, il faut éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Il faut les protéger, il faut leur apprendre que malheureusement, parfois, le danger, et souvent, il est à la maison. Non, mais ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que la majorité des dangers, il est dans la cellule familiale. Voilà. Ou la cellule familiale élargie. Voilà. Bon, proche de la famille. Mais la plupart du temps, on s'arrête aux parents, grands-parents, oncles et tantes. Donc, et les parents ne voient rien. Ou ne veulent rien voir. Et après, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, bien sûr. Vous imaginez commencer votre vie sexuelle avec une personne proche de la famille. Enfin, c'est d'une violence inouïe. Et si nous, on n'est pas là pour apprendre aux enfants que c'est pas normal, qu'est-ce qui va se répéter par la suite ? Dans votre encyclopédie, on trouve des mots qu'on ne trouve même pas dans le dictionnaire, comme le mot épectase. Oui. Je ne vous ferai pas une conférence sur le mot épectase, mais si vous arrivez à le recaser dans la journée, ça vaut des points, je le dis tout de suite. Est-ce que vous trouvez ça beau, l'épectase ? Non, c'est moche. C'est moche, vous n'aimez pas ? Non, épectase, non, épectase. Ouais, épectase. Vous trouvez ça beau, vous ? Non, c'est vrai, pas forcément. C'est pas le plus joli mot du bouquin. Non. Alors, épectase. Épectase, c'est quand notre cœur s'arrête lors d'un moment, lors d'un rapport sexuel. C'est mourir en faisant l'amour. Mourir en faisant l'amour, exactement. C'est original. Et puis, ça montre que le moment était intense. Donc, ou qu'on avait le cœur fragile. Ou qu'on avait le cœur fragile. Je sais pas. C'est fréquent, ça ? Non, c'est pas si fréquent. Non. Alors après, il faut savoir qu'en matière de sexualité, on n'a jamais les bonnes infos. Puisque les gens, quand on fait des sondages, quand on va chercher des informations, les gens mentent énormément sur la sexualité. Donc pour savoir, par exemple, la moyenne du nombre de rapports sexuels mensuels des Français ou de n'importe qui dans le monde, évidemment qu'on a des mensonges. Pour savoir qui souffre de troubles érectiles, évidemment, on a des mensonges. Et donc, voilà, pareil, il y a peut-être des familles qui cachent le décès de leurs proches lors d'un moment orgasmique. Il faut diviser par 2. Pour avoir le nombre de rapports. Ou multiplier par 2. Ouais. Voilà, donc les stats en matière de sexualité, je les prends toujours avec des pincettes. Parce que je sais que les gens peuvent pas assumer certains troubles ou comportements, etc. C'est dommage, mais aussi mon travail, c'est de faire avancer ça. En fait, c'est très personnel, en fait. C'est intime. On ne sait pas ce qui se passe sous la couette des gens. Non. On ne sait jamais, et on ne peut pas soupçonner, en fait. Ah non, et en même temps, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on n'a pas forcément la tête de l'emploi, même moi la première. Les gens, quand je raconte ce que je fais dans la vie, souvent sont étonnés. Se disent, ah bon, cette petite personne-là est à l'aise en société pour parler de la sexualité, sans filtre, sans tabou. Et parfois, ça étonne. On a tellement de représentations biaisées de la sexualité des uns des autres et qu'on se plante très souvent, sur la sexualité des gens. Alors, parmi les mots bizarres qu'on trouve dans votre livre, et pareil, alors je ne sais pas s'il est dans le dictionnaire, mais qu'on n'utilise plus, il y a le mot satyriasis. Exactement. Alors c'est au masculin, parce qu'il y a la version féminine qui est plus connue. Voilà. Qui doit être nymphomane. Exactement. C'est le masculin de nymphomane, la nymphomanie. Alors lui, on l'a très peu entendu finalement. Pourquoi ? Parce que ça pose moins de problèmes. Ouais.
ça pose moins problème à la société un homme qui a une pratique de la sexualité intense, qui multiplie les partenaires ou les pratiques sexuelles. Là où, quand c'est une femme, eh bien, on aime bien la pathologiser dans son rapport au sexe. Donc la nymphomanie, effectivement, on l'a beaucoup plus entendu que le cétériasisme. Même si ce sont aujourd'hui des termes qui n'ont plus cours. Voilà. Non, déjà, même chez les professionnels de santé. Chez les professionnels, alors je suis sûre qu'il y a encore des vieux psychanalystes qui utilisent le terme nymphomanie, mais voilà, dans la pratique, on va dire, moderne de la psychologie, non, on n'utilise plus du tout. En fait, on fait plus de distinction dans le genre des patients. S'il y a un trouble de la sexualité, on va parler d'une addiction sexuelle si c'est le cas, mais on va pas genrer la difficulté, quoi. Ça, c'est nouveau. C'est assez nouveau, oui. Ça fait partie du combat. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus ? Alors, il y a 2 thématiques qui reviennent, 3. Très souvent, la première, toute catégorie, c'est la libido. On a du mal à comprendre ce que c'est vraiment la libido. Voilà, on a du mal à comprendre ce que c'est vraiment la libido et comment ça se joue. Qu'est-ce qui vient l'inhiber ? Qu'est-ce qui vient la réveiller ? Qu'est-ce que ça dit de mon couple ? Donc j'ai beaucoup de questions sur la libido. D'ailleurs, la majorité des conférences, par exemple, que je donne, c'est sur la libido. Mais alors, qu'est-ce que c'est vraiment que la libido, alors ? Alors, la libido, c'est l'énergie vitale qu'on a à l'intérieur de nous, mais qui est dédiée à la sexualité. C'est en gros la somme des désirs, des pensées érotiques, des fantasmes qu'on a, qui nous traversent, évidemment qui ne vont pas à chaque fois se transformer en un rapport sexuel, hein. Ça peut être juste une vie intérieure. Et donc, cette libido, elle est fortement impactée par énormément de choses. Le moral, le stress, la fatigue, les relations dans le couple, les traumatismes qu'on a pu subir, notre rapport au corps, les médicaments qu'on prend aussi. Et donc, les gens s'inquiètent beaucoup dès que la libido, en tout cas, ne semble pas être la même que les voisins. Et à partir de quel moment on peut dire que le manque de libido est considéré comme pathologique ? Alors, déjà, à partir du moment, en matière de sexualité, il n'y a de problème que quand il y a une détresse. Souvent, les gens se comparent beaucoup à ce qu'ils imaginent se passer dans les chambres des voisins, mais si on nous souffre pas, il n'y a pas de problème. Après, en dehors de la détresse, il faut que ce soit quelque chose qui soit là depuis plus de 6 mois. Donc ça fait 6 mois qu'on n'a plus de désir, plus de pensée érotique, qu'on ne réagit pas aux stimuli de notre partenaire, En tout cas, on appelle ça, nous, un désir sexuel hypoactif. Bon, c'est un peu pompeux, mais la libido dans les chaussettes pour faire plus simple. Et tout le monde comprend. Tout le monde comprend. J'ai la libido dans les chaussettes, tout le monde a compris. Moi, j'aime bien rendre les choses plus accessibles. Et puis, aussi, il faut que ce soit indépendant d'une maladie ou d'une prise de médicaments. Parce qu'on sait que certaines... quand on est malade, quand on est déprimé, quand on a une maladie du corps qui nous fait beaucoup souffrir, évidemment que l'énergie vitale qu'on a, elle va se déplacer vers la survie, le combat de la maladie, etc. Ou alors les médicaments qui viennent un petit peu... aussi impacté. Donc ça, c'est important quand on va passer un questionnaire avec les gens, d'éliminer des causes qui pourraient être différentes. Edwige Fleury est avec nous à l'occasion de la publication de Cultivez-vous, l'encyclopédie de l'intime qui vient de sortir chez Albin Michel. Il y a plein de mots. Moi, j'aime bien les nouveaux mots, les mots qui ne servent pas. Je ne sais pas s'ils servent à quelque chose, mais en tout cas, c'est marrant. Par exemple, le mot kismolanie. Oui. Le fétichisme des chatouilles. Le fétichisme des chatouilles. C'est beau, hein ? Moi, j'adore ce mot. Ouais. C'est quoi ? C'est une pratique sexuelle ? C'est quoi ? Alors, c'est un fétichisme ? C'est quoi ? Ça dépend. Ça va pas forcément vers une excitation. Ça provoque pas forcément une excitation sexuelle, mais en tout cas, pour beaucoup de personnes, certaines personnes, c'est une porte d'entrée vers le désir, effectivement. C'est quelque chose qui va venir justement réveiller la libido. C'est un stimuli extérieur qui provoque, en tout cas, il y a quelque chose de corporel déjà qui se passe, évidemment, mais qui va réveiller la libido et après avoir envie de faire l'amour, ou pas du tout d'ailleurs, mais... En tout cas, ça fait du bien.
En tout cas, ça fait du bien. Les chatouilles, les bébés adorent les chatouilles. Les bébés adorent les chatouilles. Ouais. Tout le monde adore les chatouilles. Tout le monde adore les chatouilles. Et de toute façon, le toucher dans la sexualité, quoi qu'il arrive, c'est important, mais pas que dans la sexualité, dans la vie. Les bébés meurent sans affection. On dit qu'ils ont plus soif d'amour que de lait parce qu'ils ont vraiment besoin de toucher de peau à peau, d'être portés, câlinés. Et puis les personnes âgées, on le voit en gériatrie, ont aussi besoin beaucoup du toucher pour se sentir encore vivants. Donc voilà, le toucher, c'est quelque chose de très important dans la vie. Les réseaux sociaux ont popularisé beaucoup de pratiques, comme le grapefruiting. Grapefruiting, ça c'est pour les amateurs d'agrumes. Exactement. Je sais que ceux-là pratiquent beaucoup le grapefruiting. Alors, c'est pas drôle, hein, parce que pourquoi pas ? Nous, on accepte sa différence. Et pourquoi pas 5 fruits et légumes par jour. Le grapefruiting, c'est une pratique de la fellation avec un accessoire qui est pour le coup un pamplemousse. Voilà, qui va venir... Vous n'avez pas essayé, Philippe Alors non, j'attendais la fin de l'émission, déjà. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, effectivement, je ne suis pas de cette époque, et je le regrette. Finalement, mais tout est toujours possible. Et le grapefruiting, voilà. Mais ça a été popularisé par un influenceur. C'est une influenceuse américaine qui a fait une vidéo YouTube sur cette idée, voilà, qu'elle avait eue d'utiliser un pamplemousse lors d'une fellation. Et du coup, moi, en bonne professionnelle, je m'y suis collée pour expérimenter et c'est plutôt intéressant. Alors, expliquez-nous le principe, parce que là on ne voit pas. Alors, il s'agit de couper un pamplemousse en deux, d'ouvrir la place pour un orifice, enfin voilà, la place pour y rentrer un pénis, d'introduire le pénis dans le trou, et puis en faisant une fellation, en fait, il faut savoir qu'il y a aussi des fétichismes des agrumes. Voilà, il y a des gens qui adorent les agrumes, le jus des agrumes, etc. Bon, c'est quelque chose qui leur fait des petites choses. Vous pouvez tiédir d'ailleurs. Moi, je trouve ça très intéressant de tiédir le pamplemousse avant pour multiplier les simulations. Et en gros, voilà, le pamplemousse va servir à faire des allers-retours accompagnés de la bouche de la personne. D'accord, bien. S'il y a des gens qui s'ennuient, il y en a qui s'ennuient pas quand même. Il y en a quand même qui ont de l'imagination. C'est ça qui nous manque, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin, mais que j'ai aussi mon site internet, c'est que la sexualité, ça s'apprend. Et c'est comme quand on est en rade d'une recette pour faire un nouveau plat à la maison, on va sur Marmiton finalement, où on s'achète un bouquin de cuisine. Et pourquoi pas dans la sexualité aussi avoir des ressources pour pimenter le quotidien. Alors quelque chose qu'on répète souvent dans cette émission, il n'y a pas que la pénétration dans la sexualité. Exactement. Bon, ça c'est une idée quand même qui tente à se populariser quand même de plus en plus aujourd'hui, mais bien longtemps sûr. La sexualité était réduite à la génitalité. On avait réduite à la génitalité et à la pratique de la pénétration qui n'était jamais remise en question. Et donc la sexualité en fait se limitait à en fait une seule pratique parmi le panel, le champ des possibles qu'elle nous propose, et finalement n'était pas jouissive pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, et même d'ailleurs pour les hommes, c'était quelque chose en fait, qu'on fait de façon mécanique, sans réfléchir, sans faire appel à notre créativité. Voilà, on reproduit ce qu'on sait faire et puis on va pas aller chercher, on va pas aller explorer, quoi. Et sauf qu'on s'est rendu compte que c'est évidemment pour se reproduire. C'est utile, mais en dehors de ça, la peau est le plus grand organe érogène. On a plein de petits carrés de peau, de zones érogènes à explorer. Donc pourquoi se focaliser sur la génitalité et sur la pénétration alors qu'on peut ouvrir le champ des possibles et s'éclater toute une vie sans avoir quelque chose de répétitif et finalement peu jouissif pour l'un comme pour l'autre. Les câlins, par exemple, ça fait partie de la sexualité. Bien sûr.
Les câlins, ça fait partie déjà de l'intimité. Moi, ce que j'adore répéter, c'est que le ciment du couple, c'est pas le sexe, parce qu'il y a plein de gens qui font du sexe qui ne sont pas du tout en couple. Ce qui fait le couple, c'est l'intimité. C'est cette connexion émotionnelle et physique qui est singulière, qu'on va investir, de ces moments de proximité, de qualité, de complicité, de papouille, de câlin, d'affection, d'attention, d'intention, et c'est ça qui fait vraiment le couple. Et les câlins en font partie. D'ailleurs, je demande souvent aux gens qui me disent voilà, nous on ne fait plus l'amour, et ben je leur dis mais est-ce que vous faites encore des câlins, ou est-ce que vous vous embrassez encore? Et souvent en fait, quand on arrête de faire l'amour, pour un tas de raisons, eh bien on arrête d'être intime aussi. Et là c'est bien plus problématique que juste arrêter de faire l'amour. Donc oui, les câlins, c'est primordial. Il ne faut jamais arrêter de se faire des câlins. Faudrait jamais arrêter de se faire des câlins. Alors, parmi les mots qui sonnent doux à l'oreille, mais dont on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, par exemple, il y a le bouboupisme. Ah, c'est mon préféré. Ah bon? Ah oui, je l'adore. Mais comme quoi, hein? Je l'adore, j'ai fait une interview pour Medicite cette semaine et on en a beaucoup parlé. C'est vrai que ça fait partie des mots que moi-même j'ai appris. Parce que quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai dû me dire, bon voilà, tu veux faire un dictionnaire, mais c'est sûr que tu connais pas tous les mots. Parce que on nous les apprend pas simplement. Et donc, j'ai fait des recherches, j'ai regardé des lexiques. Par exemple, pour la partie LGBT, j'ai regardé les lexiques LGBT. Enfin voilà, je me suis renseignée et j'ai découvert ce mot que je trouve, j'avoue, adorable. Le bouboupisme. Le bouboupisme, voilà, moi je le trouve adorable. En gros, il s'agit de la stimulation sexuelle des tétons, voilà. Mais qu'on ne nomme jamais. Et moi, ce que j'aime dans le fait de nommer des pratiques, c'est qu'on les rend légitimes, on les fait exister. Et encore une fois, comme notre sexualité est principalement basée sur la pénétration, on va pas aller rechercher d'autres pratiques, et souvent on fait quand même une hiérarchie. Il y a la pénétration ici et puis il y a tout le reste en bas. Pourquoi on mettrait pas tout sur un pied d'égalité, puisque c'est une zone d'ailleurs qui peut provoquer des orgasmes plutôt sympas. Chez les femmes et chez les hommes. Chez tout le monde, bien sûr. Voilà. Exactement. Bouboupisme. Qui c'est qui a inventé le mot? Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas l'historique. Est-ce qu'on sait à qui on doit? Parce que bouboupisme, étymologiquement... Ouais, peut-être à monsieur Boubou, madame Boubou, je ne sais pas. J'avoue, j'ai pas... Solal, tu as une idée peut-être sur le bouboupisme? N'hésite pas. En anglais, boobs. Ah, c'est vrai qu'en anglais, il y a boobs. Ah oui, il y a boobs, qui veut dire sein. Ouais. Alors c'est BOU, nous, mais pourquoi pas Oui, ça pourrait. Ouais, ça pourrait. C'est pas mal, mal. J'ai envie. C'est pas mal. Ouais. Mais du coup, j'ai envie d'aller chercher sur Google. Le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Et pourquoi est-il important de reconnaître l'importance du cerveau dans la sexualité? Ça, c'est votre partie psychiatre. C'est exactement. Voilà, encore une fois, quand on pense sexe, on pense organe sexuel. On s'imagine que rien ne peut venir biaiser le rapport, alors qu'en fait, le cerveau, c'est lui qui va initier, amplifier le désir, qui va en fait être décideur. C'est-à-dire que soit on est stimulé suffisamment bien, et donc il y a des messages qui sont envoyés au cerveau qui va libérer, qui va être le responsable de la libération des hormones, de l'endorphine, la dopamine, la sérotonine, ou alors ça va être celui qui dit on n'est pas du tout d'humeur à faire l'amour, tu n'es pas disposé à te connecter à ton corps, tu n'es pas disposé à ressentir du plaisir parce que tu es parasité par des problèmes au travail, par une déception amicale, par toutes les choses qui peuvent faire qu'on est moins bien finalement. Et donc, qui va décider de ne pas nous faire lâcher prise. Donc, c'est important de se dire que la sexualité, elle commence d'abord dans la tête avant d'être une histoire de corps. Et parfois, c'est quand on rend compte des difficultés dans notre sexualité, d'essayer de penser en quoi le corps finalement le cerveau, peut avoir décidé de nous emmerder. Ça peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi en matière de sexualité. C'est que s'il veut pas, ça marche pas. S'il veut pas, ça marche pas. C'est ça. Si le cerveau a décidé que c'était non, c'est non. C'est non. Même si on prend des produits?
Alors, on peut prendre des produits, mais dans ce cas-là, c'est que c'était mécanique et pas psychologique. Ouais, d'accord. Voilà. Juste qu'on termine avec un nouveau mot, enfin en tout cas un terme relativement récent, c'est le terme circlusion. Exactement, ça aussi c'est un beau mot. Hein. Enfin moi je... T'as pas l'air d'accord, Philippe. Non, moi je trouve que c'est moins mot que bouboutisme, mais après... Ah oui, en fait on va dire, pour moi dans l'histoire de mon combat, pour voilà, une sexualité épanouie, égalitaire, paritaire, c'est un mot qui est important. Circlure, la circlusion, c'est l'idée que lors d'une pénétration, justement, la personne qui reçoit la pénétration va venir, que ce soit avec sa bouche, son vagin, son anus, etc., mais envelopper le sexe, le doigt ou le jouet de la personne en face, et donc à une action, n'est pas dans la passivité du rapport sexuel, comme on aime quand même laisser à penser qu'il y a des dynamiques de domination dans ce rapport pénétratif. Hein. Le dominant serait celui qui pénètre et la dominée serait la personne qui reçoit la pénétration. Et bien ici, voilà, on vient contrebalancer ces dynamiques et rendre tout le monde actif dans ce... Donc quoi, c'est quoi la circlusion? Alors c'est la pénétration à l'envers? C'est quoi? Non, c'est le fait que c'est pas une pénétration à l'envers, parce qu'on reste la personne pénétrée, mais on accueille, on a une action d'englober, de circlure. D'ailleurs, le vagin de lui-même va complètement s'adapter à la taille du pénis, du doigt, du jouet qui arrive. Hein. Donc, il n'est pas juste le réceptacle. Voilà, il y a une action même physique en dehors. Et donc, ça, c'est important. Voilà, je trouve que ce mot est beau parce qu'on n'est pas dans cette dynamique de la personne dominée qui se fait pénétrer et qui fait... voilà, vous voyez, vous connaissez les toiles de mer, hein, n'est-ce pas, sous ces... Voilà, qui viennent, je trouve, nous alimenter des idées reçues. Et le terme circlure, voilà, met tout le monde sur un pied d'égalité en matière de pénétration. Donc, je l'aime beaucoup. Bon, il y a énormément d'autres mots dans votre livre de A à Z, bien 360. sûr. Voilà, donc on en a évoqué certains. Cultivez-vous. L'encyclopédie de l'intime vient de sortir chez Albin Michel. Merci Edwige Fleury d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Philippe de m'avoir accueilli. Avec beaucoup de plaisir. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Puis vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et passez une très très belle journée santé sur Beurre FM.